Uh, this presentation is divided into two parts and proposes that Antonio Negri's unique contribution to contemporary French thought can be understood as a dual process: the Francization of Italian operaism and the Italianization of contemporary French philosophy. The pivotal concept of this dual process is the resistance prior to power. Negri received this concept from Mario Toronti, but it gained new significance through his encounter with contemporary French thought, particularly with Félix Guattari. This marks the Francization of operaism. However, this also meant articulating this French moment with another moment, namely operaism's Leninism. This constitutes the Italianization of French thought. First, I will discuss the development of Negri's thought during the Italian period. Then, Yoshiyuki Sato will examine the development of the French period. One characteristic of Negri's Italian period is visible in his interpretation of Marxist method. Negri engaged in deep reflection on Marxist method in Crisis of the Planet State, Factory of Strategy, and Marx Beyond Marx. As is well known, Negri's interpretation of Marxist method was strongly influenced by Tronti. In this first part, we aim to clarify how Tronti's legacy developed in Negri's distinctive fashion. Tronti's 1962 essay, Factory and Society, later included in his Workers and Capital, had a decisive influence on Negri. In this essay, Tronti presents a framework based on a reading of Capital, in which changes in the forms of domination at the level of socially developed capital are driven by the struggles of the subordinate classes. His famous 1964 piece, Lenin in England, succinctly captures this thesis. However, Factory and Society demonstrates how this framework arises from the Capital. Reading of Capital. In his interpretation of Chapter 8 of Volume 1 of Capital, Tronti emphasizes how the development of English capitalism is portrayed as having been forced by class struggles over the normal working day. First comes the resistance to the unlimited extension of the working day. Then, as a response to the restriction of labor time won by that struggle, capital shifts to the production of relative surplus value through control of the labor process to increase productivity. In this sense, resistance precedes power. Gilles Deleuze's reference to workers and capital contributed to positing Tronti as a precursor to Michel Foucault. But in doing so, Tronti was arguably positioned too closely to Foucault. What was forgotten in this juxtaposition is that in Tronti, resistance prior to power is not merely an ontological concept. It is a historically determinate concept that refers to the proletariat's spontaneous expansion of needs. However, spontaneous resistance alone is politically powerless. As Marx's chapter on the working day demonstrates, relations of power continuously reconfigure themselves and tend to overpower the subversive force of expanding needs. In Marx on Cycle and Crisis, Negri inherits the thesis of the precedence of resistance, but also points out that it can be led to the conclusion that capitalist development and working class power could continue this parallelism indefinitely. In other words, Tronti's conceptual framework risks concluding that the expansion of proletarian needs does not smash capitalist development. In this essay, Negri analyzes the capitalist maneuver of deploying crisis. While this essay supports Tronti's view that proletarian power tends to exert constant pressure on capital, it also suggests that the catastrophe of capitalist production has been repeatedly postponed to what might be called the war of maneuver, namely the
the reorganization of class relations via crisis. In his earlier essay, Keynes and the Capitalist Theory of the State, Negri examined how Keynesian theory utilized the state as a planner to avoid crisis. He interpreted the tendency of the rate of profit to fall not merely as a result of the increasing organic composition of capital, but as a political process in which the working class pushes up wages. Keynes then requires the planner state to mediate the inner class conflicts and control the expansion of working class needs. By contrast, in Marx's own cycle and crisis, Nagel shifts his attention to Schumpeter, who recognized the inevitability of crises. While the Keynesian planner state may control the expansion of needs, it cannot completely suppress it. Nagel reads Schumpeter as a theorist who accepts this inevitability. In Schumpeter's theory, innovation is the moment that breaks the existing relations of production and brings about new combination among elements. Negri interprets this as an offensive move by capital that restructures class power relations. He calls this he calls this direct confrontation a crisis. Capital initiates this at the end of a recession, as seen, for example, at Fiat in the 1980s. The creative destruction of enterprises through innovation contributes to the reorganization of class relations. We argue that this leap from the critique of Keynes to the critique of Schumpeter was decisive for the unique development of operaismo in Negri. As a result of this leap, Negri comes to articulate the following perspective at the end of his critique of Schumpeter. An insurgence of working class power that is not only capable of extensive activity of erosion, but also has intensive capacity of breaking the system. This is the precondition for overturning the reality of capitalist development. The theme of insurrection appears here. This leads into the critique in Crisis of the Planet State of the incurable optimists who placed hope in the workers' use of capital. This refers to figures such as Tronti, who in the late 1960s opted for entrism into the PCI. As noted earlier, even if the working class managed to overpower capital at a certain moment in capitalist development, that balance can always be overturned by capital's law of maneuver. Therefore, advancing transformation through compromise with institutions of the capitalist state, such as trade unions and political parties, is impossible. Instead, an organization of insurrection is needed to confront the momentary initiatives which capital sets in motion in times of crisis. Organization, in this sense, creates the possibilities in which resistance can actualize as a political force. Of course, we should not forget that this question of organizing spontaneous potenza also originates with Tronti. For instance, the political newspaper Classe Operaia, which he co-founded with Negri, attempted to repropose the Leninist question of bridging spontaneity and organization in an era when the mass worker had become hegemonic. However, between the mass workers' disappearance and the social workers' rise, Tronti opted for a return to established left-wing parties. In contrast, Negri continued to engage with the question of the relationship between spontaneity and organization. The question of organization remains open not even today, and it should be remain so. Beyond Negri, go
beyond Negri. Going beyond Negri means taking up this question under our determinate conjunctures. But how should we take it up? We argue that this question should be developed as a consideration of the political program of an organization. The potenza of the proletariat is organized into a political force through the cohesive power of such a program. For the potenza of the proletariat to actualize itself as revolution, a process of of organization that renders the revolution into a possible option is indispensable. It is in this intermediate process between the virtual and actual that politics lies. The program is a theoretical and agitational discourse that intervenes in this politics. As Negri states in Workers' Party Against Work, the content of such a program must be read within the actual struggles of workers. The communist contents of the program are expressed from the lowest level of worker behavior. In other words, the struggle itself already prefigures what is to be realized. This fundamental understanding remains central even in assembly. As examples of struggles that expressed the communist contents at that time, Negri listed absenteeism, sabotage, and direct individual and collective appropriation. It is precisely the wider organizational deployment of such real existing struggles that must be pursued, and the program serves as a call for this organization. But why can we say that these styles of struggle prefigures the future to be realized? Negri turns to Marxist methodology to identify such struggles as anticipations of the future. In Factory of Strategy, Marxist method is reformulated in two terms, determinate abstraction and tendency. The Delavolpian term, determinate abstraction, originally refers to a method of analytically extracting the essential elements among the many components of social reality and synthesizing them in thought and thereby reconstructing the social formation as an abstract concept. This can be seen as a reformulation of Marxist method of political economy, explained in the third section of the introduction to the Grundrisse. However, Negri's explanation of this method includes an element not found in Delavolpian usage. Negri defines the concept of determinate abstraction as an ability to grasp the highest stage of development of class struggle, and therefore the resulting capitalist development, and to tear it away from the immediate determinations that fix it, to assume its abstract concept in terms of a necessary tendency in the process. The element added here is the Trontian schema. Capitalist development is understood as a process that capital is compelled to follow as a consequence of falling profit rates caused by class struggle. Negri's characterization of capitalist development as something resulting from the highest stage of class struggle makes this dependence clear. Based on this schema, Negri reinterprets the method of determinate abstraction. What does this reinterpretation offer? The Trontian schema introduces dynamics into what would otherwise be a static model of social formation. In other words, a new kind of abstract concept emerges, one that reveals how the social formation evolves through resistance as the primary motor of history. This is what Negri calls a tendency. Negri presents a concrete example of how determinate abstraction functions in Marx. The determinate social formation that took shape during the class struggle of the
1840s in England are assumed as an overall tendency of the process of production and class struggle in all capitalist formations. Class struggle is inherent in the concept of determinate social formation and implicates in the description of what is immediate, a movement toward higher level of development. This refers to the chapter on the working day in Capital. There, Marx depicts how the growing demands of the proletariat led to the enactment of the 10 Hours Act. As noted in the final section of that chapter, despite differences in political tradition and labor environments, similar struggles over the normal working day arose in France and the United States. This commonality of needs is clarified through an understanding of social formation through the lens of determinate abstraction. These capitalist societies were grasped as a common social formation in abstract terms, and it was made clear that workers' shared needs had created this common formation. Thus, the social transformation that occurred first in England in the early 19th century became the general tendency of production and class struggle in all capitalist formations, prefiguring the expansion of needs among the workers of the world. The product of concrete study through the lens of determinate abstraction reveals the general direction of the subject development, that is, the abstract tendency. According to the brief formulation in Crisis of the Planet State, tendency is a general schema that defines a method, an orientation, a direction for mass political action. The projection of a tendency is a cognitive moment by which, through the analysis of real condition, the possibility of carrying out such struggle in an organized way is theoretically grasped. When this theoretical insight is presented in the form of a program or political manifesto, Negri's Marxist method becomes a material force that produces the organizational condition for revolutionary possibility. That's all from me. Thank you. Lascio la parola a Marco. Après, il y a Quentin, on a un dossier là de... Ok. Attendez, mon intervention sera enchaînée. Donc, You presented one abstract and one title for 20 minutes. You used 25 minutes for just half of your paper. Really? Theoretically, you should have 20 minutes. You just presented one abstract and one title. arrêtez d'entendre ça. Une autre présentation. Oui. Parce que, oui, nous avons déjà dit que, voilà, nous avons deux présentations, donc enchaînées. Voilà. Mais de toute façon, voilà, ce n'est pas très long. Ça va? Oui, court. Oui. C'est pour, à la limite, si vous pouvez, vous êtes d'accord, on fait une petite présentation parce qu'en fait, vous allez envoyer un abstract. Bon, je peux continuer donc. Oui. Voilà. Since late 1970s, prior to his exile in France in 1983, Negri has reconsidered the thesis of the resistance prior to power in relation to the French contemporary thought. To discuss this point, let us begin with Marx Beyond Marx. This work is a text of lectures given at the École Supérieure in Paris in the spring of 1978, when the influence of French contemporary thought had already begun to flow into Negri's thought. In this work, the concept of tendency acquires a singular meaning. Let us refer to the third lesson, where the tendency refers to antagonism itself. Now there is antagonism produced in capitalist society. Negri makes an interesting premise for analyzing it.
he reads the capitalist social formation as a structural fall, a fall with differences. Negri is referring here to the Marxian social formation as a structural fall with differences, as opposed to the Hegelian expressive totality, theorized by Louis Althusser in Reading Capital. From this point of view, Negri develops the thesis of the resistance prior to power in his particular way. In Marx Beyond Marx, this thesis is grasped as the primacy of antagonism to capital. Negri states in the third lesson, antagonism is the motor of the development of the system. The foundation of a continuous resurgence of antagonism each time that the project, the history of capital progresses. In other words, antagonism is prior to capital and defines it. What Negri is recalling here is Marx's assertion that antagonism is formed by the exploitation of surplus value. Since exploitation is intrinsic to capitalism, antagonism is also intrinsic to capitalism. Antagonism has forced capital to recognize itself, thereby shifting absolute surplus value into relative surplus value. At the same time, however, antagonism not only makes capital more developed, but also strengthens the class composition. In this sense, the penetration of wage, labor, or subjectivity into the relation of exploitation sets up antagonism with subjectivity in an essential way. Negri develops this argument in his seventh lesson entitled The Theory of the Wage and its Development, where he finds the relation of exploitation in the theory of wage, which Marx did not write in his Grundrisse. According to Negri, wage is an independent variable separated from the production process and subject to downward rigidity by virtue of the class struggle. What is referred here is precisely the experience of the struggles in Italy, especially in the last 10 years. The development of strong labor movement in Italy in the late 60s and 70s among workers, including unskilled workers, made it impossible for capital to cut wage despite the chronic recession and decline in the rate of surplus value that covered the whole Europe during the same period, precisely as an effect of its intrinsic antagonism to capital. Wage became detached from the logic of capital's self-valorization and acquired a downward rigidity. In other words, wage is the point at which two antagonistic movements, the movement of capital and that of labor, mutually promote each other's growth and eventually collide. The movement of self-valorization of capital or that of quantitative increase of exchange value inevitably produces the expansion of the workers' needs to consume more abundantly the product as use value. When the production and distribution process as a capital self-valorization is reconsidered from the perspective of the expansion of the use value consumed by workers, Negri calls it workers' self-valorization. The threat of depression in Italy in the 70s revealed that these two forms of self-valorization were not merely two sides of the same coin, but two existing antagonistic movements. The concept of workers' self-valorization, which began to appear frequently in Negri's text since 1977, was at first concerned exclusively with the dimension of needs. However, in the post-68 movements, there were already emerging subject figures, such as students and feminists, who expressed their desires that were not reduced to the classical sense of needs. They created, for example, autonomous spaces by squatting and alternative autonomous media by free radio. The struggles of unemployment men and of students and women demanding a social wage
led Negri to write Proletariat Stato, which would name these new subjects social workers. Thus, in the text of the late 70s, including Marx beyond Marx, the social workers were assumed to lead the struggle. The problem then is the creation of social workers' self-valorization through class struggle. This is precisely the tendency extracted and presented by Negri, which goes from antagonism to communism. Thus, the subject figure has been renewed. Nevertheless, Negri remains with the problematic of wage or of the expansion of workers' needs. In order that self-valorization designates not only the quantitative expression of needs, but the qualitative multiplication of desires, this concept had to be rinsed in the Seine under the influence of French contemporary thought. We can see clear signs of this process in Le Nouveau Espace de Liberté, co-authored with Félix Guattari. By defining communism as a process of singularization made through labor, they define worker self-valorization as the production of new subjectivity using Guattari's concept. From this point on, resistance names not only the quantitative expansion of needs, but also the qualitative multiplication of desires. Guattari and Negri refers to the resistance as a process of singularization of desire, referring to the post-68 experiences. It is important to note that the process of singularization of desire means at the same time the process of multiplication of desires. Feminism, ecology, anti-racism, and LGBT movement that emerged after 68 are generally regarded as a shift from the traditional labor movement to new social movement. But Guattari and Negri, after considering these new social movements as marginalities, say, however, that each of them, while following its own course and articulating its own discourse, potentially represents the needs of the vast majority. In other words, considering the post-68 experiences, it is the singular desires of various minorities rather than the needs of workers that have the potentiality to transform full society. Here, Negri's concept of self-valorization is replaced by Guattari's concept of production of new subjectivity and reinterpreted through new social movements. We can see here an extension from the self-valorization through economic and political struggles to the production of new social values through the transversal articulation of economic struggles and new social movements. Thus, the resistance prior to power began to imply through the Guattarian paradox, in which various minorities' desires disturbed the axiomatic of capital. In Empire, published in 2000, Hart and Negri further renewed this perspective by introducing the concept of multitude. According to them, what erupted in May 68 was the production of new subjectivity that had been nurtured among people throughout the 60s, one that rejected discipline and found social value in coordination and communication. The social movement that emerged from the 60s and 70s embodies this new production of subjectivity, which combined with economic struggles created a new subjectivity ahead of capital. The subject of these social movements, taken as that multiplication of desires, is no longer called social worker, but the multitude. The transition from Fordism to post-positivism in the 70s was realized because capitalist power was forced to incorporate the production of this new subjectivity of the multitude. The text of the resistance prior to power and the primacy of antagonism to capital is here written as that of the absolute creativity of the multitude against power. In other words, the absolute creativity of the multitude is the weakest link in the capitalist social society, and the theory intervenes there and leaves the final realization of communism to the practice of multitude itself. Thank you very much.
parce qu'il faut que je la... Oui, par contre, il faut juste que j'ai un PowerPoint. Oui, on peut s'échanger aussi. C'est bon. Bien, merci. Bon, merci pour l'invitation. Donc, au colloque, je vais présenter une présentation qui s'appelle le communisme à la lueur de la catastrophe. Donc, c'est une citation dans Marx, au-delà de Marx. Penser la pluralité, la transversalité des luttes contre le capitalisme mondial intégré, avec Negri, Guattari et Deleuze. Donc, comme j'ai dit, cette belle expression qu'emploie Antonio Negri, on la trouve dans ses cahiers de travail sur les Grundrisse de Marx, rassemblés dans Marx au-delà de Marx. Il s'en sert, Negri, pour désigner le sens révolutionnaire du catastrophisme de Marx, à savoir son intuition selon laquelle une crise qui pourrait être catastrophique est nécessaire à l'urgence du progrès révolutionnaire. Selon moi, cette intuition doit s'entendre en deux sens, un sens négatif, critique ou destructif. La lutte des classes produit la crise, entraîne et approfondit la chute tendancielle du taux de profit, comme cela a pu s'observer dans les années 70 avec l'affirmation de l'antagonisme irréductible, le refus du travail de l'ouvrier masse, qui a conduit à la crise du Fordisme et à l'avènement du post-Fordisme. En un sens également positif ou créateur d'autre part, cette même lutte des classes, comme ce qu'on pourrait appeler un précurseur sombre, au sens de Deleuze, dessine en négatif du développement du capital social et de sa plus-value sociale ponctuée de crises, de violence et de guerre aux conséquences catastrophiques, la possibilité même du communisme comme autonomie radicale d'un nouveau sujet révolutionnaire en état de s'auto-valoriser et de s'autodéterminer. Donc, je vais revenir sur ces deux sens. En son sens négatif ou critique, ce communisme qui prend sa source dans les Grundrisse de Marx affirme donc que la crise est immanente au concept de capital, inhérente à son développement, dans la mesure où crise et développement apparaissent comme produits de la lutte de classe. En effet, la crise surgit dans le texte de Marx au moment d'opérer la jonction entre le procès de production du capital et son procès de circulation, qui tous deux s'inscrivent dans son procès de valorisation. Comme l'écrit Negri, la pensée de la crise, cette idée fixe de Marx, fait donc ici éruption au moment où le procès de valorisation du capital devrait se déployer dans la circulation. C'est que ce procès de valorisation du capital est en même temps son procès de dévalorisation, sa démonétisation, ne serait-ce que parce que dans sa forme immédiate, le produit du procès n'est pas à valeur puisqu'il doit d'abord entrer dans la circulation pour se réaliser en tant que tel. Mais plus encore parce qu'à travers la circulation, les contradictions de la production se trouvent exacerbées. Donc la valeur en quelque sorte doit se réaliser et donc c'est pas une évidence. Donc en ce sens-là, il y a déjà une dévalorisation et une dévalorisation accrue parce que en fait la circulation va renforcer les contradictions de la production et du capital. Et pour cause, la production fondée sur le capital ne cesse de rencontrer des limites qui sont celles du capital lui-même et qui ne peuvent être dépassées que brutalement par la crise, dépréciation ou destruction du capital, dévaluation du travail vivant, restructuration de la production à différentes échelles. En effet, du point de vue immanent privilégié par Marx, selon Negri, celui du capital comme contradiction vivante et dynamique, la crise dérive premièrement du travail nécessaire comme limite de la valeur d'échange de la force de travail vive, deuxièmement de la plus-value comme limite du surtravail et du développement des forces productives, troisièmement de l'argent comme limite de la production, et quatrièmement de la limite de la production de valeur d'usage à travers la valeur d'échange. Donc là, je cite les Grundrisse de Marx que cite Negri. Donc, Negri interprète ça comme exprimant le fait que la loi fondamentale de la crise se trouve donc dans le rapport de contradiction entre le travail nécessaire et plus-value et dans le fonctionnement de la loi de la plus-value. Cette loi, pour Negri, prend nécessairement la forme de la lutte des classes, car la subjectivité du travail vivant comme subjectivité révolutionnaire, ainsi que le veut l'opéraïsme, se constitue à l'intérieur du capital et contre lui, une fois comme force qui produit le capital et une autre fois comme force qui refuse de le produire, pour citer Ouvrier et Capital d'Otranti, la fameuse formule à ce sujet. Donc,
Elle s'oppose donc la subjectivité du travail vivant au capital et à sa dynamique en tant que travail mort qui la domine et la commande en vue de son exploitation. Elle le fait de manière si radicale et si négative qu'elle va jusqu'à se nier comme valeur, comme essence exploitée, qu'elle va jusqu'à se présenter comme négation de la valeur et de l'exploitation. Autrement dit, cette lutte des classes, ce travail vivant est à la source de la chute tendancielle du taux de profit, parce qu'elle fait du travail nécessaire, de cette partie nécessaire de la journée de travail qui constitue la limite de valorisation du capital, une grandeur rigide et même réversible, de plus en plus grande, en vertu de la force qui est la sienne et qui s'avère de moins en moins disposée à être assujettie, à être comprimée au fur et à mesure de l'accroissement de la production pour le profit de la classe des capitalistes. Donc il y a une rigidité qui est opposée par le travail vivant. Le capital de son côté se définit par la flexibilité, mais paradoxalement, la résistance effectivement du travail s'exprime par cette rigidité du travail vivant qui s'oppose à la diminution justement du travail nécessaire et à l'augmentation de la plus-value relative. Donc l'extranéité radicale, c'est-à-dire l'autonomie politique de la classe ouvrière ou prolétaire par rapport au développement du capital, qu'il décèle en filigrane dans les Grundrisse, amène par conséquent Negri à faire l'hypothèse selon laquelle la lutte de classe tend à diminuer subjectivement, activement, la plus-value extractive, en augmentant justement la grandeur de valeur nécessaire de la journée de travail, donc en empêchant l'augmentation de la plus-value, indépendamment de toute détermination économiciste. Donc ça, c'est le point important, c'est évidemment la dimension politique qui prime sur une sorte de loi objective. Donc, voilà ce qu'écrit Negri dans Marx au-delà de Marx. Supposons qu'à un certain niveau de développement de la lutte des classes, la rigidification du front prolétaire induise une stagnation et ou une chute du taux de profit. Supposons que cette situation se prolonge un certain temps et que la résistance de classe s'étende de façon socialement homogène. Alors, sur ce terrain, nous trouverons non seulement une baisse du taux de profit, mais aussi une baisse de sa masse. Que la situation ne soit pas irréaliste, les 20 dernières années de la lutte des classes dans les pays capitalistes avancés nous le prouvent. Justement, pour lui, c'est ce qui va provoquer la crise du capitalisme et justement la transformation post-fordiste du capitalisme pour surmonter cette situation. La loi de la chute tendancielle du taux de profit, nous dit Negri, n'est en somme vraie que si on l'interprète à la lumière de la théorie de la plus-value. Or, la doctrine de la plus-value trouve le point ultime de la conclusion de son cours actuel dans une théorie de la crise comme produit de la lutte des classes. Donc on voit bien qu'ici, il y a véritablement le refus d'une interprétation économique objectiviste ou déterministe de la loi de la chute tendancielle du taux de profit, que ce soit en termes de baisse de la composition organique du capital ou en termes de rapport salaire-profit, c'est-à-dire de paupérisation croissante, au profit d'une interprétation subjectiviste et politique qui est primordiale et qui domine sur cette interprétation objectiviste ou déterministe. Pour Negri, donc, il est la clé de la compréhension du sens révolutionnaire du catastrophisme marxien, dont la théorie ne vaut qu'à la condition d'être soutenue et relayée par un saut en dehors de celle-ci, opéré par un sujet révolutionnaire, matérialiste et militant. Donc il y a la loi de la chute tendancielle du taux de profit, elle a une signification politique avant d'avoir d'une certaine manière une signification économique. Et elle n'a de valeur et de validité qu'à être relayée par justement une pratique politique. Donc le communisme n'est en aucun cas, nous dit Negri, un produit du développement capitaliste, il en est l'inversion radicale. Le communisme n'est ni la théologie du système capitaliste, ni sa catastrophe, c'est un nouveau sujet qui prend forme, qui transforme la réalité et détruit la société. Le mouvement de l'inversion est puissant, il l'est tellement que la forme de la transition n'est pas simplement antithétique, mais bien au contraire constitutive d'un nouveau sujet, d'une possibilité de transformation totale. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment l'idée importante de Marx au-delà de Marx, c'est que le communisme, enfin la lutte des classes n'est pas simplement un résidu d'une sorte d'évolution objective qui serait le produit de l'expression des lois en quelque sorte de la loi de la valeur ou de la loi du développement du capital, c'en est l'inversion. Arrivé à ce point, le communisme prend donc un sens positif et non plus seulement négatif, puisqu'on nous parle d'un nouveau sujet qui émerge et d'un rapport qui n'est pas simplement antithétique, mais qui inclut une possibilité de transformation. Donc, arrivé à ce point, le communisme prend un sens positif et non plus seulement négatif,
associée à la pars destruens de la critique et de l'analyse marxienne d'une part, et à la lutte de classe elle-même d'autre part, qui fonde son projet sur la destruction du travail salarié. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais ce communisme, qui se présente donc comme surdétermination progressive du politique vis-à-vis de l'économique, s'enrichit d'une signification neuve à laquelle Marx se contente de faire allusion, mais que Negri va s'efforcer justement de dégager dans toute sa netteté et sa positivité. Et c'est pour ça que ça s'appelle Marx au-delà de Marx, c'est-à-dire que, on va le voir, Marx ne fait qu'esquisser quelque chose que Negri justement s'efforce de dégager presque au-delà de ce que dit Marx textuellement. Il s'agit du communisme conçu comme autovalorisation ouvrière et prolétaire, c'est-à-dire du travail vivant du nouveau sujet communiste, affirmant sa capacité à se valoriser de façon autonome, en inversant, premièrement, le mouvement de réduction de la grandeur de valeur du travail nécessaire qui accompagne le développement du capital, en favorisant l'expansion de la richesse sociale et du monde des besoins produits historiquement, et en planifiant rationnellement l'abolition du travail sous commandement capitaliste, et donc l'extinction de l'exploitation et de la loi de la valeur. Pour Negri, en effet, l'allusion au communisme en négatif a le droit et le devoir de se faire proposition active et positive. Autrement dit, l'allusion au communisme que la théorie de la crise contient dans les Grundrisse doit se remplir de contenu sur le terrain politique pour concrétiser et historiciser l'approche encore trop abstraite de Marx. Justement, qu'est-ce que fait Marx? Il nous indique un chemin plus qu'il ne le parcourt lui-même. Les éléments théoriques qu'il nous livre sont plus des idées lancées que des développements systématiques, dans la mesure où il en reste aux limites tracées par son expérience historique. Et là encore, Negri ne fait pas reproche à Marx de ne pas avoir, d'une certaine manière, donné un contenu positif concret à ce communisme, parce qu'il était limité par sa propre expérience historique, et déjà il est allé à la limite de ce que lui permettait sa propre expérience historique. Il faut donc aller avec Marx au-delà de Marx, comme je l'ai dit. Bref, penser le communisme à la lueur de la catastrophe, c'est reconnaître que le communisme, dans son état incoatif, processuel, dynamique, doit se construire, s'organiser, se remplir de contenus positifs et concrets sur le terrain même de la crise, de la catastrophe programmée, distribuée, molécularisée par le capitalisme mondial intégré. Donc, effectivement, l'idée, là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est voir comment, justement, dans Negri avec Guattari, dans les nouveaux espaces de liberté, et c'est, à mon avis, justement, de remplir de contenu positif ce communisme qu'il n'a fait qu'esquisser dans Marx au-delà de Marx, d'accord? Et justement, en le passant, à mon avis, positivement, à partir de cette idée de nouveaux espaces de liberté à conquérir. Donc, cela suppose au préalable de revenir sur les caractéristiques du capitalisme mondial intégré, conceptualisé initialement dans Mille Plateaux, qui émerge dans les années 80 et dont la nature est spécifiée par Negri et Guattari, notamment dans le chapitre 3 des nouveaux espaces de liberté. Pour les deux philosophes, ce capitalisme mondial intégré est la forme qu'adopte le capitalisme et le socialisme qui pour eux en fait partie intégrante en réponse aux événements révolutionnaires de mai 68 et au terme du cycle réactionnaire des années 70. La culture et les luttes des années 60 ont été battues dans les années 70. Les années 1980 voient se consolider la victoire du capitalisme et du capitalisme sous cette forme. Donc, le capitalisme mondial intégré, c'est plus précisément la figure prise par la restructuration du pouvoir, du mode de production et de la force collective de travail à l'échelle internationale, étant entendu que cette restructuration stratégique contre-révolutionnaire passe elle-même par une intégration accrue de l'économique, du politique et des États-nations au sein du marché mondial grâce à un réseau polycentrique d'organisations infra- et supra-étatiques. Donc, Guattari et Negri écrivent, donc, dans les nouveaux espaces de la liberté, nous appelons capitalisme mondial intégré cette figure du commandement qui recueille et exaspère l'unité du marché mondial, la soumettant à des instruments de planification productive, de contrôle monétaire, de suggestion politique avec des caractéristiques quasi-étatiques. Le capitalisme mondial intégré ne se borne pas à recomposer selon de nouvelles formes d'unification les flux et les hiérarchies de pouvoir étatiques dans leur acception traditionnelle. Il engendre des fonctions étatiques supplémentaires qui s'expriment en propre à travers un réseau d'organisations internationales, une stratégie planétaire des masses médias, une prise de contrôle rigoureuse du marché des technologies. Donc, selon Negri et Guattari, l'objectif fondamental du CMI, à travers notamment l'informatisation transnationale du social, donc
notion qui préfigurera la notion de capitalisme cognitif, est de parvenir à un élargissement maximum de la dimension productive intégrée au niveau social et au niveau géopolitique, assorti de la réintroduction de la pauvreté, de la faim et de la terreur comme instrument de division. Donc, il s'agit, à travers le capitalisme mondial intégré, d'affiner les systèmes de contrôle, de surveillance et de quadrillage de la subjectivité collective, en même temps que d'extraire de nouvelles formes de plus-value prélevées dans le tissu même de la société, à savoir dans les circuits de reproduction de la vie même, au-delà de l'usine. La visée de la restructuration qui définit le CMI est donc pour Guattari et Negri essentiellement répressive. Elle est inséparable de sa militarisation qui tend à rabattre le temps de la vie sur le temps militaire du capital et ses disciplines oppressives. En effet, tout est mis en œuvre pour contrôler les temps singuliers de la vie, pour les réduire au temps capitalistique sous la menace de l'annihilation de l'être. Comme les notent les deux philosophes à ce sujet, la reprise de l'accumulation capitaliste et ou socialiste dans les années 70 a dû être effectuée sur un arrière-fond de terreur quand il est apparu qu'aucune loi, qu'aucune autre normativité ne pouvait plus désormais s'interposer entre le capital et les subjectivités collectives. C'est d'abord sous l'égide de cette terreur que se sont parallèlement mis en place l'intégration du capitalisme mondial et la restructuration informatique de la production sociale. Non seulement le club des puissances nucléaires orchestre aujourd'hui à grande échelle la soumission de l'ensemble des nations et des peuples au réseau multicentré qui le constitue, mais il téléguide aussi dans le détail, suscite ou inhibe selon les circonstances la multitude de conflits et de règlements de comptes locaux qui empoisonnent la vie de l'humanité. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'idée de Negri et de Guattari, c'est que le capitalisme n'a plus se restructurer, mais au fond, son moteur n'est plus du tout progressiste et il est obligé d'en recourir à la terreur, à la peur et justement à une militarisation pour réprimer justement les mouvements des années 70, des années 60 et 70. Donc, la catastrophe écologique, et ce qui me frappe, moi, en lisant les nouveaux espaces de liberté, c'est que cette situation, d'une certaine manière, fait écho à notre situation actuelle. La catastrophe écologique, la guerre mondiale, la mort sociale, en premier lieu pour les marginaux, les exclus, les non garantis, la terreur nucléaire sont de ce point de vue l'horizon constitutif du CMI, qui ne parvient plus réellement à assurer sa domination autrement que par la peur, la passivité, la démoralisation, le fatalisme, le présentisme, qu'il nourrit à tour de rôle ou simultanément. Dès le milieu des années 80, Negri et Guattari perçoivent donc que l'avènement du CMI marque pour le capitalisme un retour à son absurdité, son irrationalité, sa férocité d'antan, dans une sorte de réaction fascisante incontrôlée, ainsi qu'un abandon complet de sa dimension progressiste des années 50-60, quand il était encore en symbiose relativement pacifique avec les luttes de classe ouvrière des pays métropolitains. Donc, qu'est-ce qu'on voit émerger? À tous les niveaux, à toutes les échelles, tous les coups sont permis. Spéculation, rapine, provocation, déstabilisation, chantage, déportation massive, génocide. Dans cette phase virulente de décadence, le mode de production capitaliste semble retrouver intact sa férocité d'antan. Je trouve que ce genre de phrase fait vraiment écho à notre situation contemporaine. Et donc, de ce point de vue-là, on mesure la justesse de leur diagnostic relative à la fuite en avant guerrière et apocalyptique du CMI dans un contexte de crise de ces modes usuels de légitimation qui paraît plus que jamais presciente et actuelle. Face à la crise de son propre système de rentabilité, à la dégradation de ses propres principes de légitimation, le capital est maintenant contraint de recourir et de théoriser le recours aux moyens les plus extrêmes. Et donc, Guattari et Negri vont jusqu'à dire l'exterminisme est devenu la valeur de référence par excellence, extermination par soumission ou la mort comme horizon ultime du développement capitalistique. La seule loi de la valeur que le capitalisme et ou le socialisme connaissent aujourd'hui, c'est le chantage de la mort. Et donc, là encore, ça résonne avec notre actualité. Il suffit de considérer ce qu'ils écrivent à propos des Palestiniens, qui résonne tragiquement avec notre présent. Les années 70 sont donc celles d'une guerre civile dont l'escalade imposée par le CMI a conduit jusqu'à des exterminations pures et simples, comme celle des Palestiniens. Donc, dans ces conditions, la seule alternative, justement, est le communisme, conçu comme ensemble des pratiques sociales de transformation des consciences et des réalités à tous les niveaux, politiques, sociaux, culturels, destiné justement à rompre avec le CMI et avec sa course à l'abîme en détruisant la totalité dans laquelle il nous enferme. Donc ils le disent bien, l'alternative principale désormais, c'est extermination ou communisme, entendu comme libération du travail, réappropriation non de la richesse produite, mais mise en valeur des potentialités de la production collective. Donc l'enjeu, c'est de rompre l'encerclement, ils nous disent, de l'organisation capitaliste qui peut nous conduire vers l'extermination de l'humanité. Et donc, après, je termine, et donc,
quel serait du coup le contenu positif de ce communisme. Donc il y a un aspect négatif qui est évidemment de rompre avec ce CMI. Et l'aspect positif, ça serait quoi? Ça serait dans la création et l'articulation transversale justement de ces nouveaux espaces de liberté, sans recours à un parti léniniste d'avant-garde ou à une idéologie unitaire, qui va de pair avec l'engendrement de nouveaux modes de subjectivité, eux-mêmes corrélatifs de nouveaux modes de subjectivation. Et donc, effectivement, ça passe par des espaces de liberté, dialogue de désir, des nouvelles alliances entre le Nord et le Sud, entre ce que Negri et Guattari appellent les garanties et les non-garanties. Ça passe par le fait d'assumer l'ouverture, le dissensus, l'hétérogénéité des différents groupes sociaux, et en même temps la nécessité de les coordonner et d'avoir des centres de décision. Donc, le mot d'ordre de ce communisme, c'est 3 ingrédients, c'est transversalité, singularisation, nouvelles alliances. Et pour essayer de préciser un peu le contenu de ces nouveaux espaces de liberté, eh bien, on peut résumer ça en quelque sorte à ce que je pense si on devait essayer de localiser ces espaces de liberté dans le monde contemporain par rapport au capitalisme mondial intégré. On pourrait essayer de faire ce genre de tableau où on compare donc les espaces de contrôle et de domination du capitalisme mondial intégré d'un côté. Alors ça, c'est quelque chose que j'élabore à partir de plus aussi de 1000 plateaux et de ce que font Deleuze et Guattari à propos du capitalisme mondial intégré. Et donc, on pourrait définir comme ça des sortes d'espaces de contrôle et de domination et les comparer aux espaces de liberté, de dialogue et de désir qui émergent en quelque sorte en face à face du capitalisme mondial intégré. Donc voilà, j'aurais pas le temps de m'attarder sur chacun, mais voilà, c'est les communautés anarchistes et indigènes qui anticipent et conjurent l'accaparement des terres, c'est les luttes, les organisations militantes alternatives à l'échelle internationale, écologistes ou altermondialistes, et voilà, ce type de choses qui créent des espaces d'autonomie et qui correspondent justement à ce communisme à la lueur de la catastrophe dont je pense parle Negri effectivement dans Marx, au-delà de Marx. Voilà, j'ai fini. Oui. Alors, oui, on essaye. J'intitule cette contribution Gilles Félix, écrivait Tony en 98. Comme on dit Arabia Félix, pour désigner un lieu productif, anthropos comme prophétique, désert ou chaos, que décision et circonstances imposent de traverser ensemble, que 2 penseurs, ô combien différents, parcouraient de concert, cohabitant et se confrontant entre eux. Voici donc pourquoi le titre de mon intervention est, en dépit de ce que j'avais annoncé aux camarades que je tiens à remercier, Tony Félix. Le sous-titre, quant à lui, il reste à sa place, avec la petite coquille aussi. Donc, 2 nouveaux espaces de liberté pour des communistes de la case. Un jeu de mots qui m'a amusé et qui résume, à mon avis, la condition subjective et objective de ce bizarre Tony Félix. Nous sommes en 1984, il faut se le rappeler, année on ne peut plus orwellienne en fait. Au plein milieu des années d'hiver, Tony Félix publie les nouveaux espaces de liberté. Le geste, comme toujours chez Tony et chez Guattari, est politique. Plutôt que de se replier sur un passé encombrant, Tony Félix applique à 68 un regard critique et clinique pour bondir en avant. Le projet, quant à lui, est de rupture. Il s'agit de rompre encore une fois avec, je cite, les nouveaux espaces de liberté. Quand c'est pas indiqué, c'est toujours les nouveaux espaces de liberté que je cite. Il s'agit de rompre encore une fois avec un avenir lesté d'une inertie historique insurmontable. Ce qui veut dire, comme on continue à lire dans les nouveaux espaces de liberté, accumuler un autre capital, celui d'une intelligence collective de la liberté, capable de piloter les singularités hors de l'ordre de la sérialité et d'unidimensionnalité du capitalisme. Contre la séparation, emprisonnement de Tony d'un côté, et contre la dépression du reflux du mouvement vécu par Félix de l'autre, de conditions vécues par beaucoup de subjectivités de leur génération et qui sont passées par ces longues années 68, Tony Félix repense l'éloge de l'absence de mémoire en tant qu'éloge de l'absence de patrimoine au service
pour citer Marx dans une autre situation de défaite brûlante, le rebondissement du lion prolétaire. Donc, je fais référence à la révolution de juin de Marx. La recherche, écrit Tony dans ses mémoires, était dirigée vers la réinvention d'un communisme d'écart et de l'imagination, du désir, tel que 68 nous l'avait fait connaître. Et ne pouvait le faire qu'en tant que Tony Félix, soit en collaborant justement avec celui qui avait déjà posé les bases d'une critique et clinique de sa propre expérience militante. C'est ici que, selon moi, s'inscrivent Tony Félix et leur ligne de fuite. Repenser le communisme dans une nouvelle politique des alliances, l'épaisseur de la subjectivation comme production politique de la classe. Certes, Tony Félix, il nous parle depuis un espace-temps reculé, mais non pas révolu. Voilà, j'ai bien dit le contraire. C'est l'espace-temps de la philologie vivante de nous-mêmes et de notre actualité. Et c'est dans cette perspective que je voudrais inscrire mon intervention. Ce ne fut pas facile, tellement le contexte italien était coincé, d'un côté, entre les problèmes réels et profonds que l'autonomie était en train d'affronter, et la lutte armée de l'autre côté, et puis encore entre l'agonie de la gauche de 68, coincé entre la critique, je parle du cas italien, du pitchy post-compromis historique, et les balbutiements, ô combien importants si on les regarde depuis 2025, des nouveaux mouvements des années 80. Les Verts et les campagnes sur le nucléaire, le renouveau des féminismes et aussi leur crise, les luttes antiracistes, les tentatives de résistance et le début des stratégies de résistance aux logiques du management dans un tissu métropolitain désormais étendu à l'échelle globale. Mais si c'était injuste de négliger la lourdeur objective et subjective de ces années, ce qu'on n'a jamais cessé de faire en fait, il essaierait autant de les étouffer sous l'étiquette de la défaite. La violence de la défaite, prison, cavale, dépression, drogue, suicide par lesquels des milliers de militants sont passés, ne peut faire l'ombre sur les tentatives de penser et pratiquer un communisme post-68. On pourrait dire qu'au contraire, les deux dimensions sont articulées dans un effort de sortir justement de la défaite. L'expérience même du CINEL, le comité d'initiative pour de nouveaux espaces de liberté, en est un témoignage. Ce n'est pas un hasard que Tony Félix tire justement de là le titre de son œuvre philosophico-politique. Constitué en 1977 au lendemain du congrès contre la répression à Bologne, le comité était loin d'être une simple coordination du support aux réfugiés italiens. On peut mentionner par exemple le cas allemand, mais pas que. Loin d'être enfermé dans une logique défensive, regardez depuis aujourd'hui, on peut y voir la tentative de dégager et de pratiquer une stratégie offensive dans les limites, disons, de la situation. C'est-à-dire créer de nouveaux espaces de liberté plutôt que de défendre ou réclamer ce qui était censé être perdu. Le CINEL est la recherche collective et démocratique d'une alternative. Au moins, regardez toujours à partir d'aujourd'hui. Les camarades français, passés par Bologne en 1977, entreprirent d'emporter en France le terrain des luttes sur les radios libres. Mais ainsi, Radio Libre, par exemple, première radio clandestine, suivie par de nombreuses autres expériences, au moins nombreuses suffisamment pour que, en 1978, une grande fête anti-brouille est organisée à Paris pour un soutien aux radios libres, avec l'engagement direct de Guattari. Et puis son fils Bruno Guattari, avec Eric Aliès qui est ici dans la salle, et d'autres camarades, donne naissance à l'expérience de Radio Tomate qui durera jusqu'en 1983. L'expérience des radios libres comme lieu déterritorialisé de connexion des luttes, mais aussi comme espace d'expression pour les minorités, continua sur un autre niveau dans l'expérience de passion et solidarité, en manière commune pour un groupe d'associations dont faisait partie le CINEL lui-même, qui était rejointe aussi plus tard par l'association d'entraide et de solidarité des réfugiés italiens en France. Passion et solidarité fut à la base de la création d'un service Minitel 3615 Alter qui créa un premier espace post-média
pour les mouvements des années 80, comme par exemple le mouvement étudiant de 86, et puis encore le cycle de mobilisation des aides-soignants, important d'ailleurs pour le renouveau des enquêtes en France. Nous, les Italiens, par contre, on verra l'œuvre en instrument pareil dans le mouvement un peu plus tard, quand le cycle de mobilisation de la Pantera fera des fax les piliers d'un véritable réseau de communication autogéré et démocratique et en prise directe avec le cycle de mobilisation, reliant en fait les facultés occupées. Entre-temps, 1983, Negri est finalement à Paris. Guattari et le réseau du CINED lui donnent protection, support, une chaleur objective et subjective qui ne cessera de rappeler jusque dans ses mémoires d'il y a quelques années. Tony Félix se met au travail. Il n'y a pas de temps à perdre, comme toujours, quand il y a Tony, il n'y a jamais de temps à perdre. Tony Félix recompose ainsi dans l'urgence, entre 83 et 84, les matériaux que Guattari et Negri s'étaient échangés entre Libye et Paris. Les nouveaux espaces de liberté voient ainsi la lumière. L'écriture se fait en même temps qu'une recherche collective de nouveaux espaces de liberté, notamment dans la convergence, par exemple, de Negri et Guattari avec la gauche de Verre, en cherchant aussi de relier la gauche de Verre entre les frontières françaises et allemandes. Cependant, 1983 est aussi l'année de la première marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc, dès qu'il y a Tony quelque part, il y a un mouvement quand même. Donc, Negri, il côtoie aussi, dans le cadre de la marche pour l'égalité et contre le racisme, l'expérience de Radio Beurre, une perspective à partir de laquelle il peut enquêter sur la transformation de ces subjectivités qui tant avaient intéressé déjà les autonomes français depuis la grève générale des travailleurs arabes du 14 septembre 1973. Les Beurre, remarque-t-il dans Galera et Decilio, sont désormais des étudiants. Ils commencent à rentrer dans les cycles du travail des services, du travail immatériel. Toutes ces expériences de lutte, tous ces nouveaux espaces de liberté que réclament et parfois arrivent, entre mille difficultés, à ouvrir les radios libres, les premiers usages d'instruments post-média, les luttes écologistes et les luttes antiracistes, tout ce monde en mouvement est traversé et interrogé par Tony Félix. Pour faire cela, il fallait mesurer d'abord la distance avec les expériences précédentes, non tant comme le produit de la défaite de 68, mais comme le produit de la coupure subjective que 68 avait réussi à produire. Les nouveaux espaces de liberté reprend et relance cette série d'interrogations. La politique des multiplicités qui les traverse n'abdique en rien au problème communiste de l'organisation. Tony Félix, et il faut le dire nominalement, pour Tony c'est un peu stupide, mais pour Guattari, disons, il faut le rappeler à chaque fois, n'est pas un anarchiste. Il suffit de le dire, il suffit de lire La Révolution moléculaire pour le voir. Après 68, diagnostic Guattari, les problèmes se posent autrement, mais sans qu'il y ait eu réellement fracture. Cela est certainement dû à l'absence d'une grande machine de guerre révolutionnaire. Tony Félix commence ainsi à travailler à partir de 1000 plateaux, je cite Negri, le matérialisme historique en acte de notre époque, l'équivalent des luttes de classe en Allemagne et en France de Marx. Remarquons au passage, peut-être un élément de discussion, s'il y a du temps, l'influence de 1000 plateaux pour la tétralogie que Negri écrit avec Michael Hart à partir de la fin des années 90, influence qui est à l'œuvre déjà dans un texte des années 80 que Tony n'écrit pas pour publier, mais écrit pour ses camarades français dans ses cercles de discussion et qui était publié il y a 2 ou 3 ans, 20 thèses sur le communisme, les 20 thèses sur le communisme. C'est à la lumière de ces enjeux, ouverts par les luttes précitées, que Tony Félix développe une série de définitions ou redéfinitions du communisme dans le premier chapitre de son œuvre intitulé « Nous appelons communisme ». On y retrouve la trame d'un communisme repensé comme libération des singularités individuelles et collectives, où la lutte collective pour la libération du travail s'explique dans l'ensemble des pratiques sociales de transformation des consciences et des réalités. Le communisme est, je cite encore,
un appel de la vie à rompre l'encerclement de l'organisation capitalistique et ou socialiste du travail, projet macro et micropolitique à la fois qui ne va pas sans, continue Tony Félix, la création des conditions d'émergence d'un renouvellement permanent de l'activité humaine et de la production sociale par le déploiement de processus de singularisation, d'auto-organisation, d'auto-valorisation. Fin de cette longue citation. C'est dans la même logique des propositions de l'éthique que se lisent ces définitions du communisme, dont la dernière est, entre les pages 41 et 42, l'expérimentation de la subjectivation la plus intense, la maximisation des processus de singularisation susceptibles de voir le jour à partir de nos souches collectives. Tony Félix a face à lui la première décennie d'extrême violence du néolibéralisme, où les projets des Chicago Boys sont indissociables des desaparecidos chiliens, de la même façon que la guerre thatchérienne aux syndicats ne peut pas se lire sans l'horreur des Falklands, des attentats des unionistes en Irlande et de la politique répressive du prolétariat métropolitain, y compris dans les virages des stades. Mais Tony Félix, s'il a devant lui l'horreur de la guerre néolibérale, a à ses côtés l'explosion de nouveaux possibles politiques, de nouvelles pratiques de vie, de communication et d'organisation, donc de nouvelles possibilités de subversion. Une occasion pour libérer le nouveau désanimant de 68 de leurs propres limites. Je dirais que justement cette question de la machine de guerre capable de faire résonner entre elles les nouvelles politiques d'alliance et constitue la ligne de fuite que Tony Félix cherche d'emprunter pour échapper à la dangereuse alternative entre unification totalisante des multiplicités et repli dans les ghettos artificiels. Il émerge ici une proposition qui a traversé les mouvements des années 90, le grand cycle de mobilisation pour une altermondialisation et les derniers cycles de lutte, et on peut dire aussi les dernières, les plus proches des gens qui sont dans la salle. Ce qui est en cause ici, écrit Tony Félix, c'est un multicentralisme fonctionnel capable d'une part de s'articuler aux dimensions diverses de l'intellection sociale et d'autre part de neutraliser activement la puissance destructrice des agencements capitalistes. Ces processus organisationnels doivent être conçus comme étant essentiellement dynamiques, conclut Tony Félix. Chaque singularité y est relancée à travers des objectifs non seulement locaux, mais de plus en plus élargis jusqu'à la définition de points de rencontre transsectoriels, points de rencontre transsectoriels, nationaux et internationaux. Le multicentralisme fonctionnel indique donc un changement du problème de l'organisation où la politique de la subjectivation n'est pas un substitut de ce problème, mais une nouvelle façon de le dire et de le penser, de le poser, mais surtout de le pratiquer. Désormais, on lit dans les nouveaux espaces de liberté, organiser signifie d'abord travailler, opérer sur soi-même en tant que collectivité singulière, construire, reconstruire en permanence cette collectivité dans un projet multivalent de libération. Donc, Tony Félix, je disais, en me trompant d'ailleurs, nous parle depuis un temps reculé mais non pas révolu. Il y a comme une action à distance que j'ai voulu mettre en avant, puisque les nouveaux espaces de liberté, écrits dans des conditions un peu plus précaires et au début des années d'hiver, nous parlent encore. Si les hypothèses analytiques revues au fil du temps, bien sûr, ont été importantes pour la réflexion de Negri et Hart depuis Empire jusqu'à Commonwealth, où nous assistons à leur intense confrontation avec la dernière section de Mille Plateaux, axiomatique capitaliste et situation actuelle, leur dernier livre, Assembly, semble reprendre le projet politique échafaudé par Tony Félix, dont j'ai cherché ici de faire une petite histoire. L'exigence, le désir, l'urgence de Tony Félix sont énoncés ici, mais n'ont pas encore trouvé leur traduction dans la machine de guerre qu'ils voyaient à l'horizon. D'où le caractère prophétique rappelé dans la citation de Negri lui-même.
C'est pourquoi j'ai voulu revenir ici sur ces années 80 et sur Tony Félix. Encore une fois, pour citer un éditorial bien aimé par les camarades italiens, recommencer à nouveau, ce n'est pas repartir à zéro. Alors, reprenons ce problème, reconnaissons-le comme le nôtre, et les réponses, puis on verra, comme toujours. Sans doute, écrivait Guattari dans un article très courageux de sa part, mais aussi très courageux de la part de Métropole, de le publier en 81. Sans doute, il passera encore beaucoup de temps avant que les révolutionnaires de cette fin de millénaire arrivent à développer des machines de guerre sociale, machines d'écriture, de poésie, de théorie, machines de vie qui lui permettent de dépasser les étapes décisives dans le procès de destruction, reconstruction des systèmes sociaux actuels. Mais, il concluait, le minimum vital qu'elle exige aujourd'hui est, me semble-t-il, qu'aucune des composantes de la révolution moléculaire ne soit ni méprisée, ni simplement ignorée. Que Tony soit revenu sur le problème du caractère machinique du pouvoir communiste et sur le concept deleuzo-guattarien d'agencement, d'où le titre Assembly, me semble une façon de reprendre cette question ouverte par Guattari, moins pour lui donner une réponse définitive que pour nous la passer comme un problème qui nous appartient. Nous n'avons pas encore vu ce qui est possible quand la multitude s'assemble. Ainsi se conclut Assembly, et c'est sur ce point interrogatif que j'aimerais conclure mon intervention. Merci beaucoup, je tiens à remercier tous les quatre. Désolé pour cette compréhension. Donc là, on fait des questions, des questions, après on posera. C'est une question trop générale.